Donc, c'est vrai qu'on m'avait appelé pour intervenir sur la situation en Iran, comme je fais aussi partie du comité central du Parti communiste ouvrier d'Iran. Donc, en Iran, les mouvements de contestation radicaux avaient commencé en juin 2009, et ce jusqu'au soulèvement du jour de l'Achoura, donc fin décembre, où ça a été toute une période qui a été traversée par des manifestations de masse, parfois de nature insurrectionnelle, comme le jour de l'Achoura, comme le jour de l'Achoura, contre le régime en place, contre le régime islamique. Ce mouvement de masse révolutionnaire qui a ouvert après une période qui, dans tout le Moyen-Orient et dans tout le Maghreb, avec des révolutions qui ont conduit à la chute de dictateurs comme Ben Ali ou comme Moubarak, mais aussi à l'échelle du monde, tout un mouvement avec des différences, avec des limites, mais des tas de mouvements de contestation, de masse, qui, sur tous les continents, en Espagne, en Grèce, aux États-Unis, par exemple, avec le mouvement des 99%, le mouvement Occupy, et aujourd'hui les grèves dans la restauration rapide, en Chine, où on a une montée des grèves ouvrières, en Afrique du Sud, où aujourd'hui on a la plus longue grève des mineurs depuis le mois de janvier dans les mines de platine, en Turquie, au Brésil, ou aussi le mouvement radical qu'il y a pu avoir en Bosnie-Herzégovine assez récemment contre le nationalisme et contre la corruption. Tous ces mouvements, avec leurs différences et avec leurs limites, elles montrent à chaque fois la recherche d'une alternative face au monde actuel, une volonté de changer ce monde. Et c'est, je crois, justement à nous, les communistes, de montrer qu'on n'a pas seulement une critique radicale du monde capitaliste, mais qu'on porte aussi et surtout une alternative pour en finir avec la misère, l'exploitation et les différentes formes d'oppression. Pour en revenir à l'Iran aujourd'hui, le fait que depuis juin 2013, ce soit Rouhani qui soit le président et non plus Ahmadinejad n'a rien changé. Pour les pays occidentaux, en fait, la seule chose qui les intéresse, c'est de savoir comment ils peuvent négocier avec les dirigeants du régime, comme par exemple sur la question nucléaire, mais ce qui est des droits humains, des libertés, du bien-être de la population, c'est vraiment pas du tout leur souci. Alors on parle moins de la situation en Iran actuellement, pourtant la différence de président n'a rien changé, par exemple sur les droits humains. Pour la seule année 2013, Amnesty International a comptabilisé 704 exécutions, ce qui fait de l'Iran le deuxième pays au monde pour le nombre d'exécutions en chiffre absolu, le premier étant la Chine, mais le premier pays au monde du nombre d'exécutions si on compare la population et le nombre d'exécutions. Parmi les exécutions, toujours pour 2013, on peut noter qu'en plus, officiellement, il y a eu 44 exécutions qui ont été rendues en public. Et si le nombre d'exécutions était déjà en hausse de 2012 à 2013, c'est un chiffre qui risque d'être encore plus élevé en 2014, puisque du 1er janvier au 30 mars seulement, on comptabilisait, selon les chiffres officiels, déjà 170 pendaisons dans l'ensemble du pays. Et parmi les condamnés à mort, il y a toujours aussi les prisonniers politiques, comme le 26 octobre 2013, où en une seule journée, 18 prisonniers politiques ont été exécutés, ou encore récemment, tout début juin, l'exécution de Gorazema Kozani Salvadadji, qui a été exécuté puisqu'il était soupçonné de lien avec les Moudjahidines. Si ce régime refuse, réprime, toujours avec autant de barbarie, il faut noter que ce régime, il est pourri, mais au sens premier, au véritable sens du terme, pas au sens comme un fruit qui moisit, qui pourrit sur l'arbre. Il réprime, il torture, il assassine, mais sans avoir l'assurance qu'il avait dans les années 1980 ou 1990. Par exemple, lors de la campagne de l'opinion publique, à la fois en Iran et dans le monde entier, à propos de la condamnation de Sakineh à mort par lapidation, le régime a d'abord hésité. Il a prétendu que c'était un mensonge. Après, il a recondamné Sakineh pour passer d'une peine de lapidation à une peine d'exécution par pendaison. Et finalement, 18 mars 2014, il a fini par la libérer pour bonne conduite. Donc finalement la libération a été, et le fait que cette femme n'ait pas été lapidée, la libération a été une victoire pour la campagne qui a été menée en sa faveur, mais ça montre aussi les hésitations, les tergiversations du régime, et aussi sa faiblesse par rapport aux années 80 ou 90, quand ce même régime, il n'hésitait pas à revendiquer les pires tortures, les pires violations des droits humains comme la lapidation. Faiblesse aussi d'un régime qui ne peut pas non plus, à la fois il hésite sur certaines choses, mais il n'est pas du tout capable, il n'a pas la possibilité de lâcher un peu sur les libertés démocratiques, ou même de limiter un peu à certaines libertés. Parce que sans même parler de la répression contre les militants politiques, contre les militants ouvriers,
le régime il maintient une chape de plomb rétrograde sur toute la société, comme l'a montré l'arrestation à Téhéran le 20 mai 2014 de jeunes gens qui s'étaient simplement filmés, avaient diffusé sur YouTube une petite vidéo où ils dansaient sur la musique Happy. Alors, ce que craint le plus, pourquoi il lâche pas un peu sur les libertés, le régime islamique, c'est qu'en créant un petit espace de liberté, en lâchant sur certaines choses, c'est que la population en général, et la classe ouvrière en particulier, elle profite de cet espace pour en finir avec l'ensemble du régime et de faire dégager les dirigeants de la République islamique et les mollahs milliardaires comme la population de Tunisie a pu chasser Ben Ali. Parce que malgré la terreur, malgré les exécutions, la répression et les tortures, la population continue de résister et de lutter. Les femmes, par exemple, s'affichent ouvertement sur les réseaux sociaux sans porter le hijab pour protester contre le voile obligatoire. Malgré l'interdiction des syndicats et des grèves, les ouvriers s'organisent contre les salaires qui sont inférieurs au seuil de pauvreté quand ils sont payés, contre les licenciements, contre les privatisations. On peut noter par exemple que pour le 1er mai, le syndicat libre des travailleurs d'Iran avait une pétition qui avait été signée par 40 000 travailleurs pour demander la hausse du salaire minimum. Au restant, actuellement, il y a la semaine dernière, 5000 mineurs des mines de fer qui s'étaient mis en grève contre la privatisation et pour défendre leurs emplois. Et malgré la répression, malgré l'arrestation de 2 militants du syndicat libre des ouvriers en Iran le 30 avril au matin, malgré l'arrestation le 1er mai même de 23 travailleurs de la compagnie Bus de Téhéran et banlieue parce qu'ils célébraient la journée internationale des travailleurs, il y a eu des manifestations ouvrières le 1er mai, il y a eu des protestations comme à Havas, comme à Samandaj, qui est au Kurdistan, et aussi des protestations comme à Tabriz qui ont eu lieu pendant une cérémonie officielle avec des ouvriers et des retraités qui demandaient la hausse des salaires, ou aussi même à Téhéran où il y a eu des tentatives de rassemblement qui ont été réprimées. Téhéran justement, mais aussi Isfahan, ont été pour le 1er mai des villes qui ont été sous état de siège avec toute une mobilisation de l'appareil policier pour empêcher les manifestations le jour du 1er mai, pour empêcher que la classe ouvrière puisse revendiquer dans la rue ce jour-là. Ce qui montre aussi tout cet arsenal répressif qui a été sorti autour du 1er mai, aussi une peur du régime, d'une lutte d'ensemble des ouvrières et des ouvrières d'Iran, d'un soulèvement de la classe ouvrière et de la population qui balayerait le régime des mollahs. Parce qu'au-delà de leurs revendications économiques, les travailleuses et les travailleurs d'Iran, ils sont porteurs d'un certain nombre de revendications qui, toutes, signifient le renversement du régime actuel. C'est par exemple l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est le droit de s'organiser, le droit de faire grève, le droit de manifester, le droit de s'exprimer. C'est la libération des militants ouvriers, des syndicalistes et des militants politiques actuellement en prison. C'est la fin des discriminations contre les réfugiés afghans. C'est l'abolition de la peine de mort. Et on peut noter sur cette question-là qu'après l'exécution de Farzad Kamangar, le Kurdistan a fait une journée, c'était en 2010, une journée de grève générale qui a été très suivie dans les usines et partout, dans les magasins, partout au Kurdistan. C'est aussi, bref, toutes ces revendications, elles signifient finalement au renversement de l'ensemble du régime criminel d'Iran. Et ces revendications, elles avaient été déjà annoncées par l'ensemble des organisations ouvrières d'Iran pour le 1er mai 2009, avant qu'il y ait le mouvement et le soulèvement qui commencent. Voilà, merci. On va laisser la parole. Désolé, les questions, on a décidé de les faire toutes à la fin, parce que sinon, on avait peur que... On laisse la parole à Ouzan Marmoud, de l'Organisation pour la liberté des femmes en Irak. Alors, elle va parler en anglais, mais elle est traduite simultanément par Marie. Merci, Marie. Est-ce qu'on nous entend là? Oui. Okay. All right. Good evening, everyone. First of all, I'm happy to be here, and thanks Table Rose for inviting me and for organizing this interesting event to be speaking about these revolutions in each country situations after like 3 years of happening a lot really. Donc je suis très contente et je remercie Table Rase d'organiser cet événement
pour discuter de la situation de tous les pays 3 ans après ces fameuses révolutions. I know my time is not as much as others because I have to cut it down because with the translation. So Donc, I try to be very brief. Voilà, l'intervention va être un peu plus brève à cause de la traduction. For us, for example, when the Middle East and North Africa revolutions happened, in Iraq and Iraqi Kurdistan particularly, we were very much affected by what happened in the neighboring countries, for example. Donc, quand les révolutions ont commencé à avoir lieu dans l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, au Kurdistan, on a été très affecté en fait par tout ce qui s'est passé, par les situations dans les pays avoisinants. And generally speaking, these events were celebrated in many parts of the world as a new wave of movements that would redefine the spirit of the current political times, you know. Donc un peu comme partout dans le monde, ça a été quelque chose, une situation qui a été vécue positivement et qui a été encouragée et qui a été vécue comme une vague d'un courant politique actuel. And also these events were followed by the Occupy movements, particularly in the US and in UK and in some other parts of the world, as Pascal spoke about as well. Donc, comme l'a dit Pascal précédemment, c'est aussi ce mouvement qu'on a retrouvé aux États-Unis, en Grèce, un peu partout dans le monde. And I think we cannot speak about many different countries and and their problems because generally speaking, globally, there's a lot of revolt about the current political and social situation. Donc globalement, on peut pas, enfin, même s'il y a des différences dans tous ces pays-là, il y a quand même une racine commune à toutes ces révoltes. And when the revolutions happened in the Middle East, historically speaking, the previous regimes were heroes of nationalism, and they were there for 30 years, for 40 years. In the case of Libya or Hosni Mubarak or Ben Ali, they were in the beginning hailed as national heroes, but later on they become dictators and they stayed there. So it was important to remove them and to end that era of dictatorship. Donc, historiquement, en fait, quand toutes ces révolutions ont eu lieu, il ne faut pas oublier que les régimes en place actuellement, ils étaient considérés précédemment comme des héros de la révolution nationaliste, en fait, dans tous ces pays-là. Et donc, c'est des héros nationaux qui ont pourtant été au pouvoir pendant 20, 30, 40 ans et qui sont devenus par la suite donc, des dictateurs, des régimes dictatoriaux. Et c'était important pour la population de pouvoir leur dire de dégager. I mean, of course, the case of Libya is different. There's Western intervention, particularly speaking France, and then Syria is still, the regime is there, but in the Kurdish part, they are armed and they are struggling against the regime. But of course, le cas de la Libye et de la Syrie est un peu différent avec l'intervention militaire occidentale et notamment dans la partie kurde du pays, il y a encore une lutte armée en fait qui a lieu. But also there is the rise of political Islamism in Syria itself, which by the Kurdish, in the Kurdish part, they have to fight in two fronts, both against the Islamic movement and against the Syrian regime. Donc en Syrie, au Kurdistan syrien, il y a deux fronts en fait pour la lutte armée. D'une partie donc le régime syrien de Bachar al-Assad et l'autre partie le mouvement armé islamique. And I know so many people don't speak about Turkey because it's seen as a secular democratic government in that region. Donc on parle très peu de la Turquie parce que c'est considéré comme un gouvernement laïque dans cette région. Speak or to express themselves. Pour les Kurdes, en fait, ce régime en place changerait. On leur nie une bonne partie de leurs droits les plus basiques, que ce soit l'expression, la langue kurde. And also 10,000 political prisoners who are Kurdish, they are still in the Turkish prisons. I mean, il y a encore aujourd'hui 10 000 prisonniers kurdes qui sont dans les prisons en Turquie. And that's why there were a wave of demonstrations in Turkey as well, in the Kurdish areas at the same time, and it's still ongoing. Basically, they are calling for their rights as well. Donc en Turquie, en fait, dans le Kurdistan turc, depuis cette vague de révolution
au Moyen-Orient, au Kurdistan turc, on a aussi eu cette vague de manifestations et de protestations contre le régime et qui continue encore aujourd'hui. Yeah, and I'm looking forward to hear my other Moroccan and Algerian and Tunisian friends to speak about their experience as well, so I'm not going to intervene. Donc elle laissera la parole pour ce qui est de la question de la Tunisie, du Maroc. But I've been to Egypt before the revolution and after the revolution as well. Et pour ce qui est de l'Égypte, Ouzane peut donner son témoignage parce qu'elle y a été avant et après la révolution. And I've been very impressed with the movement there, and you know, just from the beginning of the revolution and after, and now, and when they managed to get rid of Ikhwans, the Brotherhood. But of course, there's, you know, it's early to decide, you know, to basically realize what's going on. It's a process in continuation, in my opinion. Donc, c'était un mouvement très impressionnant. Elle a été très impressionnée par ce qui se passe là-bas, notamment par le fait qu'ils aient été capables de mettre encore une fois dehors les frères musulmans. Mais c'est un peu trop tôt pour se prononcer parce que c'est encore c'est quelque chose qui est un processus en cours. The events that were taking place in Tahrir Square from the beginning, and we were following it all from the television screens. Donc quand on regardait ça depuis nos télévisions, tout ce qui se passait sur la place Tahrir. But for me, when BBC and Fox News and all that, they televised the revolution, I become really worried. Quand la BBC et Fox News ont commencé à médiatiser la révolution, elle s'est dit là, ça commence à devenir un peu bizarre. So when the revolution is televised, then there's little problems, I think. I don't know. Voilà, quand la révolution est médiatisée, télévisée, c'est qu'on commence à avoir un problème. But what we could gather from the events, from the movements, from all these millions of people who were in this square, and you know, they were helping each other, they were providing medicine to each other, they were you could see there is no sense of class division, there were no sectarian division, the Christians, the Muslims, the non-Muslims, everybody was there, and that was really important. Donc, ce qu'on peut retenir en fait de ce qui se passait notamment sur la place Tahrir, c'est que il y avait toute une organisation qui s'est mise en place, une organisation médicale, une entraide, une solidarité, et qui faisait un peu fi de toutes les divisions sociales, de classe, entre les religions. And that's what Alain Badiou, the French philosopher, he names this as Alain Badiou. Alain Badiou. Yeah, he is your philosopher. He termed it as communism of movement, and I think it's interesting where communism is not there, you know, as a thinking or as a movement, but actually the spirit of it, where you don't see class differences, where people have, you know, are in great solidarity and they are fighting to actually overthrow the regime. And what happened in that square, he termed it as communism of movement, which is different from communist movement, you know. Donc oui, elle reprend un terme de Alain Badiou, donc je ne sais pas trop, excusez-moi pour la traduction, qui parle de communisme en mouvement, ou mouvement du communisme. C'est donc le communisme qui est dans l'action en fait, et n'est plus quelque chose de théorique, et c'est un concept différent du mouvement communiste. And that's what could be theorized as an alternative to the liberal democracy or the authoritarian state, whereby people are actually living like that and doing politics in a new way. Donc ça peut être aussi... I said this could be theorized as an alternative to the liberal democracy or the authoritarian state. Donc ça peut être théorisé comme une alternative aux démocraties libérales ou même aux États autoritaires. And it could be seen as a new way of doing politics. Ça peut être vu comme une nouvelle façon de faire de la politique finalement. Well, basically somebody like Slavoj Žižek, and he named this totally new political happenings, you know, and because basically they don't have any hegemonic organizations behind it. Donc, selon Slavoj Žižek, Slovenian philosopher, voilà, donc cultural theorist, un philosophe slovène, on parle d'un mouvement complètement nouveau, un mouvement politique complètement nouveau, sans hégémonie, sans hégémonie organisationnelle, c'est-à-dire que tout se passe sur le terrain. And there were no charismatic leader to lead the people.
sans leader charismatique or party apparatus. ou sans appareil politique. And that's what he called the magic of Tahrir. You know, Voilà. magic of Tahrir Square. C'est ce qu'il a appelé la magie de la place Tahrir. I mean, it's interesting to see how different people and they theorize what happened in Tahrir Square as an example, but also what is happening on the ground and how political groups later on emerging, political parties, liberals and Islamists, and how everybody wants to actually hijack the revolution, in my opinion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment justement les différents partis politiques en place ont pu récupérer en fait ce mouvement-là qui était déjà préexistant à la base. And that's why, for me, these kind of revolutions, they are important to give the positives, they are important in one way that they mobilize people get mobilized and they become empowered in fighting. And it's for me, it's an exercise for militancy, to be like a political activist and militant, to actually be able to overthrow a dictatorship that was there for 30, for 40 years. And that's powerful in itself, in my opinion. Donc si on le voit d'un point de vue positif, ce mouvement, c'est un incroyable champ d'expérimentation et ça permet aux gens d'être dans la mobilisation, dans l'action et dans l'entraînement presque au sens de formation militante et pour le jour où vraiment on aura besoin de renverser ces régimes, et donc ça a été le cas qui était là en place depuis 30-40 ans. But what lacks in these movements or revolutions is ideas and ideologies and set of ideals, you know? Par contre, les lacunes de tous ces mouvements, c'est ce qui est de l'ordre des idées et de l'idéologie. And it's important what social and cultural changes they bring about afterwards. That's for me what matters really. Et ce qui est important, c'est tous les changements sociaux et culturels qui peuvent être amenés sur ces mouvements. But it's important also that many new organizations are formed. Many people are free to express themselves, to speak, to have meetings, where before they didn't. Voilà. Par contre, ce qui est important, c'est qu'effectivement, ça a donné place à une liberté d'expression, une liberté d'action, d'organisation qui avant n'existait pas. And that's why it's important that when you come out after all these years of suppression and of lack of free speech and lack of free press, lack of free assembly and all that, it's important that people, those who were in the revolution, to take this space into their own hands and create new organizations and new groups to be able to actually mobilize for future events. Mm-hmm. Donc ce qui est important finalement, c'est qu'après toutes ces années d'oppression et d'interdiction sur l'interdiction de se rassembler, sur la liberté d'expression, c'est que justement ce mouvement puisse prendre en main tous ces nouveaux droits-là et les mettre en mouvement quand ce sera nécessaire à des événements futurs. Yeah, also in Iraqi Kurdistan, we were very inspired by what happened in Tunisia and Egypt, strictly speaking. En Irak et notamment au Kurdistan, donc ça a été, les événements en Tunisie et en Égypte ont été très voilà, très inspirants pour la population. And it was important because many of the social and political problems that people in Egypt and Tunisia and Morocco and other places suffer from, for example, poverty, unemployment, corruption, political violence, all of these problems happened, exist in Iraq as well. So lots of people came to the street. Parce que en fait, la situation que vivaient les peuples tunisiens, égyptiens, les violences policières, le chômage, la pauvreté, c'est quelque chose que les Kurdes vivent aussi au quotidien et c'est ce qui les a poussés à sortir dans la rue. However, the Kurdish case is different. Pourtant, il y a quand même une spécificité kurde. Because we had our own uprising 22 years ago. Parce que le Kurdistan a vécu un soulèvement il y a 22 ans, en 91. And we've had always a revolutionary armed struggle. D'accord. Et en fait, encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a encore un mouvement de lutte armée, révolutionnaire. When we had this, we call it suppressed uprising, on the 17th of February in 2011,
okay, we did not have absolutist dictatorships as such, but people always demand better living condition, better way of governing. So that's why they were really on the streets. Donc il y a eu aussi ce soulèvement en 2011 qui a été un peu avorté, et c'est ce qui a encore, enfin les gens ont continué en fait à demander pour encore plus de droits et de liberté. However, the tribalists and the kind of authoritarian behavior and nature of the Kurdish government led to people revolt against it. So that's why a lot of people were protesting for at least 50 to 60 days, and then later on it was actually suppressed. En 2011, ouais. C'est un peu la nature tribale et autoritaire du régime en place au Kurdistan qui a poussé les gens pendant une dizaine de jours en 2011 à vraiment sortir dans la rue et prendre les armes de nouveau pour se battre contre le gouvernement, mais ça a été un mouvement qui a été une nouvelle fois... In the south of Iraq, because in 2003 Iraq was occupied and a kind of regime was put together by US and UK. Donc en 2003, c'était donc la guerre en Irak, et il y a eu un régime qui a été fabriqué de toutes pièces par la Grande-Bretagne et les États-Unis. And its government is highly divided by sectarian line, religious line, and it's an ethnocentric government basically. C'est un gouvernement complètement divisé en son sein sur des questions ethniques, tribales, religieuses. And there are many political Islamist terrorist groups operating in the south as well, in the south of Iraq. Voilà, donc c'est dans le sud de l'Irak, il y a aussi beaucoup de groupes politiques islamistes armés. Yeah, and then so that's why people did come to the street in Baghdad and some other cities, but they were really highly suppressed. Donc c'est ce qui a, enfin tous ces éléments-là réunis, c'est ce qui a poussé les gens à sortir dans la rue dans toutes les villes en Irak et qui ont été opprimés d'une façon assez violente. Organization of Women's Freedom in Iraq, Federation of Workers' Councils were all involved in organizing these protests and to be able to give it some radical demands. Donc par exemple l'Organisation pour la liberté des femmes en Irak ou la Fédération des syndicats des travailleurs pour l'Irak faisaient entièrement partie de ce mouvement-là et cherchaient un peu à radicaliser et à porter des revendications un peu plus radicales au mouvement. Étaient vraiment présentes sur le terrain. But these demonstrations were targeted by Islamists, by the government militias, so it was really not possible for them to continue. Mais bon, c'était des manifestations qui étaient ciblées à la fois par les islamistes et par le gouvernement, et c'était impossible pour ces organisations-là, donc communistes, d'avancer un peu plus sur le terrain. However, what is important in all these movements, all these revolts and actions against the current regimes, mais ce qui est important surtout dans tous ces mouvements et ces révoltes contre le régime actuel, it was a push to the status quo, c'était une avancée vers le statu quo. And to break it down, basically, because for so many years, everything was still silent. No revolutions, no uprisings, no particular demands, at least even for reforms. But suddenly you have all these countries and all these people all around the world, and particularly in Middle East and North Africa, demanding better living conditions at least. Donc en fait, oui, toutes ces révoltes dans les pays avoisinants, c'est ce qui a permis un peu de mettre un premier coup de boutoir contre ce statu quo qui a lieu en Irak. But I see it also as a challenge to the neoliberalism. Mais c'est aussi un défi à l'encontre du néolibéralisme. Because what we have is a corporate capitalism everywhere, and in so many countries workers are exploited the same, and you get sacked the next day without any accountability. So these are so many people, in this room, even from different countries, we suffer from the same lack of social mobility, lack of work, not being certain about your future, your jobs, education, even health system. All of these achievements are under attack from neoliberal policies, from neoliberal adjustments, as they call it. En fait, c'est la situation que vivent tous les travailleurs partout en France, partout dans le monde, même ici en France, que ce soit tel ou tel régime, c'est toujours
le capitalisme qui a la main et qui continuera à exploiter les travailleurs et qui fera que nos vies seront toujours de plus en plus difficiles, qu'on soit au Kurdistan ou dans n'importe quel autre pays du monde. But what we need is a kind of ideologies to actually politicize these movements. Donc vraiment, ce dont on a besoin, ce dont le mouvement a besoin, c'est une idéologie pour politiser. Because coming to the street is good, but without a particular thinking or without particular ideals, then without understanding actually the problems and the source of the problems and why we are on the street, then I think it will be difficult to achieve much. Parce que sortir dans la rue, c'est très bien, mais si on n'analyse pas pourquoi on sort dans la rue et si on ne se dote pas d'armes idéologiques pour avancer et pour analyser ces problèmes, on n'ira pas bien loin. Because I think revolution is romantic anyway, and all of us would like to see revolution in our lives, but I think we have to go out of romance and become really realistic and practical about it. Parce que là, effectivement, l'idée de la révolution, c'est très romantique et tout le monde a rêvé de la révolution, mais il faut sortir en fait de cette idée romantique de la révolution et arriver à être pragmatique et à agir sur le terrain. However, I think it's important to be romantic about things. And, you know, for me, one of the dangers I saw was like the revival of Islamism and seeing mullahs having Friday prayers in the demonstrations. And that was really like an alert for me. Quoi qu'il en soit, c'est quand même important d'être romantique quelque part. Et voilà, notamment en Égypte. Even in Kurdistan. Et même en Kurdistan, ce qui l'a tout de suite frappé et inquiété, c'est de voir l'émergence en fait, de tous ces mouvements islamistes et les prières dans les manifestations le vendredi. Yeah, I will end my speech by Emma Goldman. She was this anarchist, very important in America. I think it was her, she said, if I cannot dance in the revolution, then it's not my revolution. So it's all about our freedoms, basically. Donc je finirai sur une citation de Emma Goldman. Si je ne peux pas danser pendant la révolution, ce n'est pas ma révolution. Thank you very much for listening. On va poursuivre notre tour de table avec Lotfi Cherki pour nous parler du Maroc. Bien, alors je vais effectivement essayer de dire deux choses sur le Maroc, mais au début j'aurais envie de dire, quel que soit le pays sur lequel on discute, ça se situe dans ce qu'on peut appeler un processus révolutionnaire, c'est-à-dire que pour comprendre un peu ce qui se passe dans la région, c'est pas nécessairement... Il ne faut pas avoir une photographie statique à un moment T pour essayer de dire que c'est s'il y a des défaites, ou il y a des avancées, des choses comme ça, parce que c'est un processus qui va être extrêmement long, qui peut durer des décennies, avec des possibilités d'avancée, des possibilités de recul, des possibilités de victoire, des possibilités de défaite. Il n'y a rien qui est tracé dans l'histoire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est il y a des causes communes dans les rébellions de ces pays-là, et en même temps des situations qui peuvent être particulières. Des situations qui peuvent être particulières, qui sont liées aux traditions de lutte, aux particularités des régimes politiques, aux formes de dépendance, en tout cas la manière dont elles subissent les politiques néolibérales. Il peut y avoir des facteurs qui sont liés tout simplement au niveau de répression, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer aussi pourquoi ça a pris telle forme dans tel pays et plutôt telle autre dans tel pays. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de ces particularités, il y a quelque chose qui est commun, c'est un refus généralisé du despotisme, des régimes autoritaires, de la corruption et des inégalités sociales. Ça, c'est le ressort un peu commun. Alors, concernant le Maroc, eh ben, oui, on a un mouvement qui est un peu l'équivalent des mouvements de contestation populaire, c'est le mouvement du 20 février, pour la simple raison, c'est que le premier appel appelant à la contestation du régime a eu lieu le 20 février 2011.
La particularité de ce mouvement, c'est qu'il a regroupé des centaines de milliers de personnes. C'est sans doute le mouvement populaire le plus important depuis les années de l'indépendance. Et pareil, autour des mêmes exigences, autour de la justice sociale, de la dignité, de la revendication démocratique, avec aussi des revendications sociales en plus, ou des revendications culturelles, par exemple la reconnaissance de la langue et de la culture amazigh. Qu'est-ce qui a fait que le régime a tenu et qu'en fait, on ne s'est pas retrouvé dans une situation où le mouvement populaire a pu imposer un changement réel au Maroc. Il y a plusieurs raisons. Alors du coup, comme l'idée c'est pas de faire des interventions extrêmement longues, on peut en revenir aussi dans la discussion, puis je vais pas forcément en discuter de toutes. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est d'ordre régional. Au moment où le mouvement de contestation se développe, on n'est plus dans le scénario de la Tunisie et de l'Égypte. Le scénario de la Tunisie et de l'Égypte, on a un mouvement de masse qui en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, abat pacifiquement en tout cas, par l'action des populations, même s'il y a eu des répressions, les régimes en place. Février, mars, avril, on est plutôt autour de la Libye et de la Syrie, où il y a une militarisation de la répression. Et donc, quelque part, ça a pesé. C'est-à-dire l'idée que c'est quand même peut-être le prix à payer pour dégager les dictateurs, il est évalué dans la conscience collective autrement. Ça a joué la militarisation de la répression. Mais ce n'est pas le facteur principal, mais ça a joué. Le deuxième élément qui a joué, c'est que, après la surprise, parce que je pense que pour les classes dominantes de ces pays-là, ça a été une surprise que les populations ont pu débarquer 2 dictateurs, voire 3, elles sont ressaisies. Évidemment, ceux qui tiennent les rênes du pouvoir apprennent. Et il y a eu 2 réponses par rapport à la situation de la Tunisie et l'Égypte. Il y a eu la réponse, il faut écraser le mouvement par tous les moyens, le faire avorter avant qu'il devienne une force incontournable. Ça, c'est le schéma libyen syrien. Où il y a eu, alors ça c'est l'autre modèle, peut-être que l'Algérie est plus proche de ce modèle, mais j'en sais rien, tu nous diras, c'est comment on arrive un petit peu à essouffler le mouvement, contourner, sans émettre une répression frontale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de répression, il y a eu de répression tout le temps, mais l'idée c'est de dire qu'on évite quelque chose qui peut accélérer la rupture avec le régime politique. Parce que même en Tunisie et en Égypte, le mot d'ordre dégage n'est pas venu dès le premier jour. Il a surgi lorsqu'il y a eu 2 conditions qui sont réunies. D'abord, lorsque la population s'est rendue compte qu'elle était majoritairement dans la rue, qu'elle constituait une force collective, qu'elle était légitime pour revendiquer. Et le deuxième facteur qui a joué, c'est la répression du régime qui a amorcé, qui a traduit, qui a cristallisé une rupture définitive. On ne négocie pas avec un régime qui tue, qui réprime. Et c'est ces 2 éléments qui ont fait que le mot d'ordre et le mouvement s'est radicalisé autour du mot d'ordre dégage. Au Maroc, le régime a très bien compris ça. Il a évité une répression frontale. Il y a eu des répressions, on a eu des morts, on a eu des arrestations, mais rien qui est comparable à ce qu'on a pu vivre dans les pays d'à côté. Ça, c'est le premier élément. Et puis, il a pris l'initiative politique, de son point de vue, de proposer une réforme constitutionnelle. Parce que, pour aller vite, un des mots d'ordre, c'était discutable sans doute, mais en tout cas c'est celui-là qui s'est imposé, enfin discutable ou insuffisant, c'est celui-là qui s'est plus ou moins imposé, c'est la revendication d'une constitution démocratique, c'est la démission du Parlement et du gouvernement. Le pouvoir a dit très bien, eh ben, on va voter pour... Enfin, il va y avoir une nouvelle constitution, un nouveau projet de réforme constitutionnelle, et il y aura des élections, et donc ça veut dire que le gouvernement et le Parlement actuel vont tomber, et il y aura un nouveau gouvernement et un nouveau Parlement. Et je pense, avec seulement l'illusion que cette constitution démocratique ou ces nouvelles élections apporteraient un peu plus de démocratie. Ça jouait sur une partie de la population qui, elle, était moins mobilisée. Hein, ça jouait, cet élément-là, un petit peu joué, mais il a joué y compris sur le mouvement du 20 février, parce que le mouvement du 20 février, c'était un mouvement extrêmement hétérogène, à la fois par les composantes politiques qui le travaillaient de l'intérieur, hein, ça allait d'islamistes jusqu'à l'extrême gauche, hein, sous des expressions un peu différentes,
avec une part des mouvements sociaux, mais évidemment toute une nouvelle génération qui n'a pas forcément de lien avec tous ces partis-là. Mais la faiblesse de ce mouvement, c'est qu'il n'a pas tranché sur la question de comment on obtient un changement politique. Il n'y a pas eu de mot d'ordre clair sur la rupture du régime. Il n'y a pas eu de dégage. Il y a eu des secteurs dans le mouvement du 20 février qui revendiquaient, en tout cas, qui lançaient ce mot d'ordre-là. Mais on ne peut pas dire que c'était le mot d'ordre majoritaire, ou en tout cas qui identifiait le mouvement. Et le fait d'avoir laissé cette ambiguïté de constitution démocratique, ça posait la question, mais qui l'a fait? Et que devient la monarchie par rapport à ça? Et la monarchie s'est ressaisie de ça, en disant, voilà, on joue sur cette ambiguïté pour proposer, en tout cas, une réforme, etc. Donc ça, c'est un élément, je pense, qui a aussi compté. La troisième chose qui a compté, c'est la stratégie de lutte qui a été adoptée par le mouvement du fin février et les forces de soutien, les forces organisées qui étaient présentes. On a eu un mouvement qui manifestait très régulièrement, tous les samedis, pour aller vite, ou tous les dimanches. Voilà, il y avait des journées d'action nationale. On ne s'est pas retrouvé dans des situations où on est allé vers des grèves massives, générales, et surtout des occupations des places publiques. Ça, on n'a pas eu. C'est-à-dire des formes de lutte qui, de fait, posaient la confrontation globale avec le pouvoir. On n'a pas eu ça. Et ça, cette stratégie de lutte qui consiste à dire on manifeste tous les jours, on le voit même ici en France, ou n'importe où, bon, on peut manifester, mais c'est pas ça qui déplace les rapports de force. C'est pas ça qui arrive à créer les rapports de force. C'est pas ça qui arrive à bloquer économiquement et politiquement le pouvoir. Alors, même si on est nombreux, il y a eu même ici en France des manifestations très importantes, des millions de personnes, mais quand ça reste uniquement au niveau de manifestations, au bout d'un moment, ça s'épuise. Et au bout d'un moment, effectivement, une partie des gens se sont posé la question après des mois et des mois et des mois et des mois de manifestations, sans pouvoir imposer ne serait-ce que des réformes, quel est l'intérêt de continuer comme ça? Et à ce moment-là, la gauche, disons, qui aspirait à aller plus loin, n'était pas suffisamment forte, influente, pour essayer de proposer d'autres initiatives de lutte qui auraient pu aller plus loin. Et les courants islamistes qui étaient là-dedans ont déserté la bataille, en pleine bataille si je puis dire, une fois qu'ont été annoncées les perspectives de nouvelles élections. Donc cet élément a joué. Quatrième élément qui a aussi joué dans les faiblesses du mouvement, c'est que c'était un mouvement à la fois national mais très local. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une coordination nationale propre au mouvement. Il y a eu une coordination nationale des forces qui soutenaient, les organisations, les associations, etc. Mais le mouvement populaire en tant que tel ne s'est pas doté, disons, de sa propre coordination démocratique. Ce qui fait que, bon, lorsqu'il y a eu le référendum, quel est le positionnement? Qu'est-ce qu'on fait? Après avoir fait le bilan que juste faire des manifs, ça ne suffit pas, mais on discute d'où ça? Qui discute? Qui propose d'autres types de luttes? Ça, il n'y avait pas un cadre de discussion, etc. Donc tous ces éléments ont un petit peu pesé. Et le quatrième élément, ou cinquième, je ne sais plus qui a pesé, c'est que je disais que la monarchie a pris l'initiative politique, pas de laisser pourrir la situation, de prendre les devants sur une réforme constitutionnelle, même si l'objectif de cette réforme, c'était de rien changer. C'est un changement cosmétique. Voilà, on a déplacé des articles, on a réécrit, etc. Mais sur le fond du fond, le noyau dur du système, qui est un système dictatorial, même s'il a une façade démocratique, lui, il n'a pas changé dans la nouvelle constitution. Mais il a aussi joué sur un autre sort, c'est qu'il a tout de suite divisé le mouvement social, le mouvement populaire du mouvement syndical. Alors, le mouvement syndical est très bureaucratisé, donc ça les arrangeait très bien. Mais il y a eu une série de grèves revendicatives, il a lâché, il a fait des concessions sociales. Y compris l'accord avec les syndicats contenait des avancées qui n'ont pas été appliquées. Donc, diviser le mouvement pour qu'il n'y ait pas de jonction entre la jeunesse, les gens sans droit, les gens des quartiers populaires et le mouvement des travailleurs, il a su faire ça, avec la complicité des bureaucraties syndicales. Donc, tous ces éléments ont un petit peu joué. Dans les puits, une exception par rapport aux autres régions, absolument pas. Les causes profondes qui ont mené à une série de soulèvements existent autant au Maroc qu'ailleurs. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun doute là-dessus. À tel point d'ailleurs, c'est un aveu de faiblesse, c'est qu'un des discours officiels, une fois que le mouvement du fin février s'est ralenti, c'est de appeler... alors il y a un terme en arabe, mais disons pour le traduire en français, rétablir l'autorité de l'État. C'est significatif, c'est une façon de dire que cette autorité était quand même ébranlée.
Et du coup, effectivement, et il continue à le faire, c'est-à-dire que depuis cette séquence-là, le niveau de répression est devenu extrêmement important. Il y a 300 prisonniers politiques aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas un mouvement social, alors qu'avant il était beaucoup plus tolérant, mais qui n'est pas réprimé aujourd'hui. Hein. On retourne en quelque sorte, avec les pratiques de torture, d'enlèvement dans la rue, etc., on retourne très progressivement vers ce qu'on appelait les années de plomb, donc vers un régime très fermé sur le plan des libertés. Et en même temps, il ne le fait pas totalement brutalement parce qu'il teste à chaque fois. Et à chaque fois, il avance, pas à pas. Hein. Mais en tout cas, et ça, c'est lié parce que quelque part, il y a un changement. Le changement qui est important, c'est que même si on n'a pas abouti sur cette période-là, il y a un processus de délégitimation du pouvoir qui est enclenché. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, sous quel rythme, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est enclenché. Voilà. Et qui est irréversible. La première chose, et la deuxième chose, c'est que les politiques sociales, enfin les politiques qui sont menées, les politiques antipopulaires qui sont menées, sous l'effet à la fois de la crise, mais aussi du caractère prédateur du régime, font qu'on a des attaques frontales sur toutes les conditions de vie et les conditions de travail, au niveau de l'explosion des prix, au niveau des remises en cause des quelques droits et acquis, les peu qui restent. Et ça, évidemment, c'est pas un terrain qui crée la stabilité sociale. Donc, moi, je suis persuadé que ça va reprendre. Ça va d'autant plus reprendre, alors là, du coup, par rapport à Anaïs qui terminait sur la défaite, moi, je ne pense pas qu'il y ait eu des défaites dans les régimes, dans tout le processus. Ça avance pas, forcément. Hein, mais ça ne veut pas dire que... Le mouvement du 20 février n'a pas été défait. Il n'a pas trouvé les moyens pour construire un rapport de force. Mais la génération, les gens qui étaient derrière là, ils se posent toujours les questions de comment se battre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça prend des formes nouvelles. Là, on a une série de mouvements sociaux sur les questions du droit au logement, parce qu'il y a une politique, on détruit aujourd'hui les logements, là, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, toute une partie des bidonvilles, dans les carrières centrales de Casa, qui est un bastion historique de la résistance, et puis y compris des travailleurs de la classe ouvrière marocaine, on détruit pour des raisons de spéculation immobilière, mais c'est pas que là-bas, dans une série de villes. Et il y a des vraies résistances. Comme il y a un réveil de ce qu'on peut appeler le Maroc unitil, c'est-à-dire des régions marginalisées, des régions entre la campagne et la montagne, si je puis dire, des régions qui ne sont pas forcément les grands centres urbains, où il y a des mouvements sociaux extrêmement forts. Plus, quand même assez significatif, la formation nouvelle, récente, même si, en tout cas, d'une opposition syndicale qui est beaucoup plus indépendante par rapport aux bureaucraties, même s'il y a des difficultés. Une série de choses comme ça montrent que, quelque part, on n'est pas revenu à une situation où la population est écrasée. Hein. Après, se pose toute la question, comment on fait pour réunifier les luttes, etc. Et le dernier point sur lequel j'aurais voulu intervenir, c'est que, alors là, on parle du Maroc en tant que tel, mais on pourrait parler aussi des autres pays, mais évidemment, l'impérialisme, et notamment l'État de la France, ils ne sont pas restés spectateurs par rapport à cette situation-là. Alors, la France par rapport au Maroc, je vais en dire deux mots. Moi, je considère que le Maroc, c'est une néocolonie, ou c'est une colonie toujours de l'État français. Quelques chiffres très vite. 500 sur 1200 entreprises étrangères, plus de la moitié sont françaises. Voilà, ça c'est un élément. Toutes les entreprises du CAC 40 sont présentes dans tous les secteurs. Disons, la présence économique française est la plus importante. Il y a ensuite l'Espagne, les pays du Golfe, etc. Mais avec un rapport très privilégié sur le terrain économique. Je donne deux exemples. C'est que par exemple, il y a eu récemment, on a vendu la ligne de TGV au bénéfice d'Alstom et de la SNCF. Bon, voilà, c'est un gros chantier. Autre exemple qui est assez significatif, Maroc Télécom, qui était jusqu'à très récemment, disons, où Vivendi était le principal actionnaire, ou Veolia pour tout ce qui est les réseaux d'électricité et d'eau, mais on peut donner des dizaines d'exemples. Mais c'est une implantation du capital étranger et du capital français qui a bénéficié de la libéralisation, de la complicité évidemment du sommet de l'État, parce qu'il négocie à ce niveau-là, et dont l'objectif
et de faire de surprofit. Et à un niveau faramineux. Ce que je donnais comme exemple sur Vivendi, par exemple, alors ça c'est des chiffres complètement officiels, mais les profits réalisés dans le cadre de Maroc Télécom ont permis le redressement du groupe à 2 reprises. En 2002, après la dette laissée par Jean-Marie Messier, pour ceux qui s'en souviennent, ou plus récemment en 2008. Donc c'est pas juste histoire, on profite un peu de ces pays-là, c'est vraiment des groupes qui réussissent à faire des bénéfices, d'autant plus qu'il n'y a aucune... Dans le code des investissements qui existe, on peut rapatrier les profits qu'on veut sans difficulté là. Ça, je pourrais continuer sur d'autres exemples, mais là où je veux en arriver, c'est plus sur le terrain de l'alliance stratégique sur le plan politique. On parle souvent de la France-Afrique. Quand on parle de la France-Afrique, on ne parle pas du Maroc. Je ne sais pas pourquoi. La France-Afrique, c'est plus bas. Mais le Maroc, c'est pas la France-Afrique. Or, une grande partie de la pénétration du capital français, y compris dans ce qu'ils appellent traditionnellement la France-Afrique, passe en alliance avec des entreprises marocaines et notamment des entreprises de la monarchie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la stabilité, y compris d'une partie de la France-Afrique, et le Maroc est connu en termes d'aide logistique et militaire. L'intervention au Mali, il y avait des troupes marocaines. Il y avait le survol aérien de l'espace aérien avec l'autorisation du palais. C'est un dispositif essentiel dans le maintien de la France-Afrique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en remerciement, le Maroc a toujours, la France, l'État français plutôt, a toujours eu une position de défense de la position de l'État marocain sur la question du Sahara occidental, pour affirmer, la position officielle du régime, disant que le Sahara est marocain, et refuser tout processus d'autodétermination du peuple sahraoui. Et troisième élément, vous pouvez voir dans tous les médias, tout a été vanté pour expliquer ce que je disais tout à l'heure, que c'est un pays stable, que c'est un pays où il y a une ouverture démocratique, où il y a une transition démocratique, où on a un roi cool, qui est ouvert, qui s'habille en jean, qui se balade tout seul dans les rues de Tunis, qui fait du jet ski, qui est branché comme tout. Et c'est absolument pas une monarchie prédatrice. Et qui a su gérer admirablement la poussée du mouvement révolutionnaire dans cette région-là, parce que c'est un roi démocrate. On n'y a rien que vous pouvez faire. Au contraire, ce qu'il y a eu, c'est plutôt un appui au projet de réforme constitutionnelle qui est tout simplement comment on redore le blason de la dictature, avec des déclarations très officielles. Gauche ou droite. Gauche ou droite. Tous les gouvernements depuis très très longtemps. L'ambassade de France au Maroc, ce qui est quand même un peu particulier, est intervenu directement vis-à-vis des militants du mouvement du 20 février pour leur dire attention aux islamistes et à l'extrême gauche. Une intervention directe. C'est même pas. Bon. Il y a une série d'exemples comme ça. Et le troisième point, et je vais peut-être finir là-dessus, c'est que c'est des choses qui sont très peu discutées, mais il n'y a pas que les accords diplomatiques ou économiques, il y a des accords sécuritaires. Parce que dans nos pays, les dictatures nous répriment, il faut se poser la question, qui c'est qui les forme? Qui c'est qui leur fournit le matériel? Qui c'est qui leur apprend à intervenir de telle ou telle manière pour gérer les conflits sociaux? Ça, la France y est pour beaucoup. Dans la formation matérielle, technique, logistique, l'encadrement, etc. Voilà. Donc la démocratie française soutient par tous les moyens une dictature, y compris en lui donnant les moyens de réprimer sa propre population. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un début de prise de conscience de cette réalité-là, savoir qu'il y a un lien entre les politiques libérales, les politiques de dépendance, le despotisme et la paupérisation de larges secteurs de la population. Et on a vu dans le mouvement du 20 février, y compris, et même avant et même après, des revendications, par exemple, sur Vivendi dégage, enfin, qui attaquent directement les politiques des multinationales qui sont présentes en France. Je vais m'arrêter là. Oui. Maintenant, il y a Samia Amour qui va intervenir pour faire un petit point sur l'Algérie. J'essaierai d'être brève comme je pourrais, mais bon, c'est pas évident.
Merci pour Table Rase, pour l'invitation. Alors, j'avoue que c'est ma première intervention ici à Lyon, en tant que militante. Donc, j'allais vous dire, camarades, justement, tout cet argent qu'ils donnent pour réprimer les populations, ils appellent ça la gestion démocratique des foules. Donc, c'est déjà un bon début. La colonisation n'est pas finie. Moi, je vais un peu du général au début pour vous dire que ce qui s'est passé en Tunisie et ce qui s'est passé en Égypte n'est pas né comme ça, un beau jour du mois de décembre pour la Tunisie, ni un beau jour du mois de janvier pour l'Égypte. C'est un processus de changement et un processus de lutte qui est né en fait à l'intérieur de ces sociétés. Je pense notamment à ce qui s'est passé en 2008, donc dans le bassin minier de Gafsa, mais en même temps nous avions aussi, même au Maroc, tout un mouvement donc au sud du Maroc. À l'époque, c'était en 2006. Et en Égypte aussi, il faut savoir que les années 2000 sont aussi les années d'une montée de revendications sociales. Et on retrouve ça surtout avec les travailleurs du textile de l'usine d'Al-Mahalla en 2006. Contrairement à ce que pensent certains, ce n'est pas les télévisions comme Al Jazeera qui ont fait connaître ces luttes sociales. Peut-être pour certaines personnes qui, elles, ne s'inscrivaient pas forcément dans les luttes sociales ni dans les changements qui s'opéraient dans ces sociétés. Mais il faut savoir que, notamment par exemple pour moi, en 2006, j'avais fait un rassemblement devant l'ambassade d'Égypte pour dénoncer les policiers égyptiens qui à l'époque avaient, c'était pas d'ailleurs qu'en 2011 que c'est arrivé, dénudé des travailleuses d'Al-Mahalla. Donc juste pour vous dire que il y a eu début d'une révolte et deux révoltes populaires dans ces régions, la Tunisie et l'Égypte. Mais très vite, la contre-révolution dans la région, parce qu'elle a ses relais aussi dans la région, et au sein de nos propres régimes, c'est très vite organisé, contrairement à nous qui rêvons de la révolution, mais on la rêve toujours en un grand premier soir où on va allumer le brasier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on rêvait, on dansait à Tahrir et à la Qasba 1, justement, ou la Qasba 1, comme on le dit. Et ce qui s'est passé, c'est que la contre-révolution, elle s'est organisée très vite. Donc, il y a eu les coups de la Libye et de la Syrie qui ont arrêté les choses. Je reviens à l'Algérie en disant que, contrairement à ce que pensent certains, l'Algérie aussi a bougé. Très vite d'ailleurs, juste après la Tunisie. Déjà le 5 janvier 2011, on s'est retrouvé avec 5 victimes déjà. Il y a eu des émeutes en Algérie. Mais en Algérie, ça bouge depuis très longtemps aussi. Ça a bougé. Un certain 88, et ça a donné justement une ouverture démocratique, mais qui très vite s'est retrouvé cassé dans son élan, ouverture démocratique, mais aussi d'organisation sociale. Mais très vite, il y a eu un arrêt. Alors certains vont dire le processus démocratique et d'autres vont dire du processus électoral. Il y a cet arrêt-là a débouché quand même sur quelque chose de terrible. 200 000 morts, plus de 20 000 disparus. Donc lorsque les Algériens aussi ont vu les grandes foules sortir en Égypte et sortir en Tunisie, ils connaissaient un peu de ça. Ça n'a pas pris complètement cette forme-là en 88. Mais on a en face un régime qui est d'une nature sanglante et il ne peut pas, de par sa nature, sa construction, de père fondateur de la nation, il ne peut concevoir une organisation populaire, autonome, ou qui sort, qui va se construire en vis-à-vis de lui. Et en fait, depuis maintenant l'arrêt du processus électoral jusqu'à maintenant, le jeu du régime algérien est de faire son possible pour empêcher cette concrétisation de cette organisation
autonome qui viendra de la société. Il joue à ça depuis des années, donc il a une technique qui est très moderne, qu'on appelle la technique du clonage. Tout simplement, c'est que dès qu'il y a mise en place d'une organisation autonome ou dès que des militants pensent à poser une alternative au régime, très très vite, ils leur créent leur clone, la même chose pratiquement, avec les mêmes discours, mais qui bien sûr n'ont pas, comme je le dis moi, n'ont pas les mêmes objectifs et donc très vite limite le citoyen en devenir qu'est l'Algérien a fini par être désabusé. Et pour juste abréger, je pourrais vous renvoyer en parlant de la nature du régime algérien, parce que c'est lent à expliquer, mais il y a une vidéo qui circule sur YouTube et qui est une conférence d'un historien algérien. Donc j'ai nommé M. Harbi, Mohamed Harbi, qui justement a animé une conférence il y a à peu près 2 mois et qui parlait de la nature du régime algérien. Donc sur YouTube, vous pouvez taper ACDA, ACDA, qui est donc Association pour le changement démocratique en Algérie. Et en fait, vous allez trouver donc cette conférence. Vous pouvez comprendre beaucoup de choses sur la nature du régime algérien. Donc, comme je l'ai dit, comme au Maroc, très très vite, le régime algérien, alors je ne sais pas qui a copié sur l'autre, mais ils ont fait ce que j'appelle, moi, en fait, la gestion du syndrome tunisien, ou la gestion du phénomène tunisien. Donc, par exemple, en Algérie, très vite, il y a eu la constitution d'une coordination nationale qui s'est fait appeler CNCD, donc Coordination nationale pour le changement démocratique. Mais dans cette coordination, autant il y a des personnes et il y a des organisations qui représentent quelque chose, je veux dire sur le plan comme ancrage populaire, je pense notamment à certains syndicats qui existent maintenant depuis une dizaine ou une quinzaine d'années et qui ont donné leur preuve, je veux dire, de pouvoir mobiliser, du moins dans leur secteur, et qui se battent en fait pour changer la condition des travailleurs, notamment dans les services publics et aussi l'enseignement. Mais en fait, très vite, se sont greffées des forces politiques qui, elles, véritablement, ont été rejetées, je veux dire, par le peuple. Très vite, les gens, dès qu'ils ont vu les personnes qui descendaient chaque samedi à Alger, ils se sont dit bon, si c'est pour aller encore avec ces gens-là, c'est pas la peine. Parce qu'il faut savoir aussi que les peuples, ils sont pas aussi naïfs qu'on le pense. Ils savent aussi reconnaître les leurs, surtout quand ils sortent d'un grand malheur et d'une grande crise comme en Algérie. Je me permets de dire sortir parce que pour moi, il y a aussi beaucoup d'espoir. Parce que 2001 a donné aussi la possibilité aux opprimés, et notamment aux chômeurs algériens, de s'organiser. Donc il y a eu la création d'un comité national pour le droit des chômeurs. Et ce qui est fort et important, surtout dans cette coordination, c'est qu'elle bouge beaucoup au sud du pays. Et qui dit le sud de l'Algérie, en vérité, dira la force économique. C'est les ressources économiques de ce pays. Parce que, bon, comme vous le savez, le pétrole peut être une aubaine pour ceux qui en profitent, mais pas forcément pour les peuples qui voient ce pétrole pompé par des puissances internationales et parfois aussi avec l'aide d'une bourgeoisie comprador, donc d'une bourgeoisie qui se construit, algérienne, qui se construit et qui se renforce de plus en plus, et on le voit. Donc
Dans ces régions-là, du Sud, qui ont été oubliées pendant longtemps, on a beaucoup de multinationales qui viennent, qui travaillent et qui ramènent jusqu'à l'eau qu'ils boivent en fait. Exemple, les grandes sociétés américaines, on leur ramène par charter en fait leur propre eau que les employés bien sûr américains boivent. Donc imaginez un peu, contrairement à ce qui est chanté par nos gouvernements et nos gouvernants lorsqu'ils disent oui c'est pour l'investissement, nous ramenons des investisseurs. En fait ces investisseurs jusqu'à l'eau qu'ils boivent, elles viennent de leur pays. Donc ils viennent en fait pour prendre nos ressources et ils s'en foutent, mais complètement du peuple. Les travailleurs, par exemple des multinationales dans le Sud, dès qu'ils commencent à s'organiser en syndicats, et ben très vite on les licencie. Pas seulement justement dans le Sud, parce qu'il faut savoir que ces multinationales, quand elles viennent, elles ne respectent pas du tout le droit la loi justement et le code du travail en Algérie. Donc je vais aller entre les espoirs et le désespoir, parce que c'est l'État en même temps, c'est ce qu'on vit. Donc autant il y a des portes qui s'ouvrent, il y a d'autres aussi qui se ferment pour le peuple algérien. Les notes d'espoir pour moi, c'est qu'il y a une grande résistance. Parfois les journaux n'en parlent pas forcément comme il le faut. Je pense comme ça notamment en fait, aux luttes qu'ont menées des travailleurs de Lafarge, sur un site à l'ouest de l'Algérie, à Aukez. Ils étaient en grève de la faim depuis le 9 mars dernier. Il y a eu même un comité qui s'est constitué à Paris pour relayer l'information et être solidaire, parce que voilà, on se sentait aussi concerné par cette lutte. Et avant-hier, j'ai eu le porte-parole qui m'a dit qu'ils ont mis fin à la grève de la faim parce que, tout simplement, grâce à un rassemblement ici à Paris que nous avons organisé avec des syndicats, notamment la CNT qui était en fait avec nous et quelques groupes de gauche et de la gauche algérienne ici en France. Ils ne voulaient pas avoir de publicité, une mauvaise publicité, parce que tout simplement Lafarge vient de signer une fusion avec Holcim et elle devient la première au niveau du ciment, quoi, internationalement. C'est immense. Et comme ils savent qu'il y a des luttes qui se prépareront de toute façon dans cette fusion, il y aura beaucoup de travailleurs ici en Europe qui seront licenciés. Alors, ils ne veulent pas trop faire voir aussi ce mécontentement qui peut être international pour Lafarge de se retrouver avec une grève de tous ces ouvriers. Pourquoi pas, en fait? On rêverait bien de ça. Je pense que c'est le but en tant aussi qu'internationaliste. Donc, en fait, en Algérie, comme je le dis, il y a de tout, mais en même temps du rien. Du tout, comme par exemple ce que j'appelle moi des résistances sociales, à tous les niveaux d'ailleurs, qui se construisent et surtout ils essayent de se démarquer de ce qui se faisait avant et notamment de tout ce qui a rapport avec le régime et l'État. Je dis en même temps du rien, par exemple pour moi, militante pour le changement en Algérie, les élections qui sont passées, véritablement, c'est un non-événement pour le peuple. Parce que tout s'est joué entre eux. Jusqu'aux personnes qui se sont présentées pour ces élections, en fait, pour moi, elles ne sont que des lièvres de ce pouvoir. Parce que les jeux et les dés sont jetés depuis longtemps, le jeu est fermé, d'une manière à ce que on se retrouve avec un octogénaire, bientôt d'ailleurs, qui est à la tête d'un État, un président qui n'a pas parlé à son peuple depuis
pratiquement maintenant presque une année, hein, à part quelques petits mots qu'on a entendus lorsque Kerry est arrivé. Donc, on sent très très vite que internationalement, et je parle de l'impérialisme international, ce qui l'intéresse, c'est le statu quo en Algérie, parce que jusqu'à présent, il ne voudrait pas que ça bouge en Algérie. Ça peut remettre en cause tous ses intérêts, notamment. Il faut savoir que le régime algérien va dans le sens de cet impérialisme international. Il gère les ressources du pays en étant en fait, si vous voulez, le gestionnaire de cet impérialisme. On le voit, on le sent, on le voit tout le temps. On voit maintenant des émirs du Golfe qui viennent faire ce qu'ils veulent dans le Sahara algérien, et tout ça avec bien sûr la bénédiction des gouvernants. Donc aussi un peu, si vous voulez, pour moi, pour reprendre un mot d'un économiste algérien, Ahmed Dahmani, lui aussi vous pouvez en fait trouver une conférence qu'il avait fait toujours dans le cadre de ces rencontres de l'ACDA, où Dahmani très vite nous a dit, donc il y a 2 mois, qu'il y a un changement dans le centre de décision en Algérie. C'est-à-dire que de par ces élections, qui sont, comme je l'ai dit, autant un non-événement, si vous voulez, pour le peuple, mais pour la classe qui domine, c'est des cartes qui sont redistribuées, et le changement dans ce centre de décision, et je parle des décisions économiques, a bougé. Avant, c'était l'armée. C'est-à-dire que c'est vu. Nous savons que tel général s'occupe de tel produit alimentaire, Maintenant, c'est des prête-noms. Nous avons des affairistes, en fait. Et ces affairistes, ils se sont construits grâce à ce que moi j'appelle, c'est-à-dire juste à côté de la guerre civile, lorsque le peuple se faisait massacrer, des affairistes ont grandi dans l'ombre, avec bien sûr parce que dans le bradage je dirais de l'économie, mais aussi dans avec les accords du FMI et la restructuration qui s'est faite donc en Algérie après les accords du FMI, il y a eu bradage d'un grand patrimoine industriel d'ailleurs, qui a été construit juste après l'indépendance en Algérie, et certains en ont profité. Certains en ont profité, et c'est ceux-là qui sont ce que moi j'appelle la bourgeoisie comprador algérienne. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, un grand patron algérien a dit en quelque sorte voilà, je commence à être fatigué, on ne veut pas m'ouvrir les portes pour en fait investir comme je le veux, ben moi je prends mon argent et je vais ailleurs, sachant que cet homme-là, donc j'ai nommé Brab, et non seulement un patron qui s'est fait grâce, je dirais, au patrimoine de l'État et au bradage des industries qui ont été construites donc entre les années 60 et 70, ben, jusqu'aux années 80, mais plus que ça, je veux dire, cet homme-là, il a la possibilité, dans une ville d'Algérie, il a pratiquement tout le port, donc j'ai nommé la ville de Béjaïa, et il en a même partout en fait. Il ramène du sucre, que véritablement il change juste les sacs où il met ce sucre, et c'est écrit c'est vital, et voilà, il le vend avec un prix, je dirais, qui jusqu'à présent
n'arrange pas forcément le citoyen algérien, mais il n'a pas le choix. C'est-à-dire que, en parlant en fait de la révolution, si en Algérie ça n'a pas pris comme ailleurs, c'est pas parce que ce peuple ne sait pas, comme certains le disent, a oublié de se révolter, mais il se révolte depuis tellement longtemps que je pense que maintenant l'idée c'est de ne pas aussi rentrer en confrontation avec ce pouvoir et ce régime actuellement, parce que de toute façon, de par sa nature, comme je l'ai dit, ce pouvoir, il ne va pas partir comme ça, comme certains pensent. Franchement, on a rêvé qu'avec le vieillissement de la classe qui gouverne, peut-être il y aurait des changements, mais il y a un phénomène en Algérie qui est la corruption, qui traverse, je dirais, la société de haut en bas, mais maintenant même horizontalement. C'est-à-dire que la corruption, elle s'est comme dirait, démocratisée. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux de la bureaucratie, mais même au niveau d'un citoyen, par exemple, quand ça a bougé en 2011, très tôt, l'État, bien sûr, grâce à la manne pétrolière, il a donné beaucoup d'argent. Il a distribué de l'argent, mais comme pas possible, et surtout, notamment, il a ajouté, je veux dire, de 50% les salaires des agents de l'ordre, les fonctionnaires, mais surtout, c'est une économie de bazar qui fait qu'il y avait une agence qui normalement aide les jeunes à créer leur propre entreprise. Et très vite, donc, ils avaient donné de l'argent à ces jeunes-là, mais ces jeunes-là sont tellement blasés, ils savent en fait que c'est juste conjoncturel, parce que, bon, on leur donne cet argent, mais après, parce qu'au bout de 2-3 ans, il faut aussi que leurs entreprises marchent et qu'elles fassent des bénéfices. C'est très simple, ces jeunes, ils ont pris de l'argent, et pour certains, ils ont été s'installer à l'étranger. Donc, ils le disent, de toute façon, il n'y a pas d'avenir, je veux dire, en Algérie. Pourquoi il n'y a pas d'avenir? Parce que tout simplement, les enfants, je dirais, nantis de ce régime, c'est eux qui récoltent le fruit de tout ce qu'ont volé leurs parents, pendant pratiquement, depuis 62 d'ailleurs, jusqu'à maintenant. Oui, l'idée c'était ça. Voilà. Donc, comme je disais, tout ça parce qu'aussi en face, jusqu'à présent, il y a une incapacité à construire une véritable réponse et à construire une société civile, mais qui est vraiment un ancrage dans le peuple, parce que cette société civile, elle a le mérite peut-être d'exister, mais on le voit très vite, par exemple, pendant ces élections, avec la naissance d'un mouvement, Baraket. Donc, dans ce mouvement Baraket, très vite, les journaux indépendants en ont fait toute une histoire, et voilà, ça bouge, les gens ont dit non à Bouteflika. Bon, il faut savoir que Baraket a dit non à Bouteflika pratiquement un mois avant qu'il se présente aux élections. Donc, très vite aussi, beaucoup de gens ont vu un coup de pub et limite encore une diversion. C'est pour certains, c'était pour les gens qui étaient sur le terrain depuis longtemps, ils ne comprenaient pas comment est-ce que tout d'un coup un mouvement naît. Bon, il a le mérite peut-être d'exister, mais lorsque ce mouvement aussi est incapable d'aller vers les chômeurs, d'aller vers les véritables opprimés et d'aller vers de poser une réelle alternative. En fait, à la limite, je pense que pendant le débat, vous pourriez poser des questions sur le peu peut-être que vous connaissez de l'Algérie.
Donc je dirais qu'encore une autre fois, ça reste à construire. Voilà, en Algérie, ça reste à construire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais peut-être qu'il faut une capitalisation de toutes ces luttes, justement, depuis maintenant pratiquement 88. Et pour finir, moi je crois plus à aussi, il est plus que nécessaire de s'unir comme peuple du Maghreb, donc Tunisie, Algérie, Mauritanie, Sahara occidentale, parce que je crois qu'il y a de toute façon des luttes qui traversent les frontières et qui transcendent, qui sont là, et on peut travailler tous ensemble, justement en tant que force des peuples, hein, et aussi force enfin la force que peuvent avoir ces peuples-là, et travailler sur ces questions. Donc je pensais à beaucoup de choses, notamment cette question du chômage, mais aussi la question du gaz de schiste, parce que en ce moment, donc on a l'État algérien qui ne se contente pas seulement de prendre, je veux dire, le pétrole pour rien et de le vendre pour rien, mais il pense aussi qu'avec le gaz de schiste, il peut faire des choses. Donc on va encore détruire l'environnement. Et donc voilà, l'idée c'était de penser tous ensemble à ces formes aussi de lutte, parce que voilà, moi, on s'inscrit dans l'internationalisme, on apprend entre peuples des expériences de chaque peuple. Sinon, voilà, je vais arrêter, je laisse la parole aux camarades tunisiens. Donc c'était les premiers à bouger, c'est les derniers à parler maintenant. Donc Nasser Berouich qui va nous parler de la Tunisie. Bonsoir à toutes et à tous, Aslam. Nous allons présenter en 3 axes le bilan politique de la Tunisie, aussi bien dans le déroulement de la révolution que la période qui avait suivi après, plus la situation économique et sociale et les perspectives à présenter par rapport à tout ça. Donc comme tout le monde était au courant, il y avait un processus qu'on appelle la révolution tunisienne, dans le cadre dit la révolution du jasmin, qui avait commencé le 17-12-2010 pour finir le 14 janvier, qui a mis fin à 23 ans du régime de Ben Ali. C'est une révolution qui avait un impact non seulement du mouvement de contestation, mondiale qu'on voit actuellement, mais aussi c'était l'apogée même des luttes qui se passaient à l'intérieur de la Tunisie, que ce soit la lutte de l'affaire Ben Brik, plus le bassin minier de Gafsa. On peut dire que c'était un peu l'apogée de toutes ces luttes-là, ce qui s'était passé. Ce qui avait déclenché la révolution, hormis tous ces événements, c'était que, à part tous ces événements, c'était le mal-être, plus les gens qui en avaient marre d'être opprimés sous une dictature. Et Mohamed Bouazizi était la goutte d'eau qui avait en quelque sorte entraîné le grand mouvement qui avait abouti au dégage, avec les slogans comme « Le peuple veut la chute du régime » ou « Pain, travail, dignité ». Et quant au déroulement, ça avait commencé lorsque Mohamed Bouazizi s'était immolé par le feu, si tout le monde est au courant ou d'autres non, je ne sais pas, mais en protestation quand une fliquette l'avait giflé parce qu'elle avait accusé d'avoir vendu sans licence ses fruits et légumes, comme c'était un ingénieur diplômé au chômage, comme beaucoup de Tunisiens. Elle avait giflé donc pour protester, comme les autorités n'avaient pas écouté, c'était immolé par le feu, et ce qui avait tout déclenché par la suite. Et pour le déroulement, ça avait pris la forme d'émeutes, de soulèvements, qu'une bonne partie de la Tunisie pratiquement toute la Tunisie était descendue dans la rue autour de ces mots d'ordre qu'on a cités là maintenant, pour un rappel du déroulement. Et c'était surtout les grèves du bastion industriel de Sfax, et les grèves des soldats de base qui avaient accéléré le processus de la chute de Ben Ali. Ben Ali s'était enfui devant cela, aussi bien que devant la pression populaire, et aussi même des émeutes ou des grèves des villes populaires les plus pauvres de Tunisie, comme Gafsa, Sidi Bouzid, où il y avait eu des luttes aussi auparavant.
on va faire un petit rappel contextuel d'avant la révolution. Ben Ali, la Tunisie avait subi un règne sans partage depuis 23 ans du règne de Ben Ali. Il était venu en 87 parce qu'on a, pour rappeler un peu le contexte historique pour ceux qui ne sont pas au courant, parce qu'on appelait un coup d'état médical qui avait pris la forme d'un impeachment, mais qui en pratique avait chassé Bourguiba, qui était devenu sénile, comme il était le premier président de la Tunisie depuis l'indépendance, qui s'était autoproclamé président à vie en 1974, qui était devenu sénile. Donc il y avait comme un comité pour l'impeachment, et Ben Ali avait pris le pouvoir dans ce contexte-là, mais c'était plus un putsch en réalité qu'une... Ben Ali avait consolidé ensuite son pouvoir quand il avait suscité des espoirs, entre guillemets, parce que tous les démocrates, sauf certains communistes, avaient sans exception soutenu le coup d'état médical sous prétexte qu'on en finissait avec Bourguiba. Et même quand il avait réprimé l'opposition intégriste, tous les démocrates avaient soutenu aussi sous prétexte que tout le monde était d'accord. On était tous d'accord sous prétexte qu'il était progressiste, que même les impérialismes lui pardonnaient tous sous le même prétexte qu'il était un barrage à l'intégrisme, soi-disant. Les intégristes de Nada et d'autres auparavant. Alors qu'en fait, c'était parce que c'était le plus à même de faire les plus grands cadeaux au capital mondial. Et on le voit bien d'ailleurs que l'intégrisme n'est pas un problème pour l'impérialisme lui-même. Ce qui confirme la domination impérialiste en général, en particulier américaine et française, outre que Ben Ali lui-même, comme le gouvernement actuel d'ailleurs, c'est une marionnette, même si depuis l'indépendance, cette domination existait de toute façon. La Tunisie est au contraire un pays dominé par l'impérialisme, et c'est parce que c'est le grand capital mondial, que ce soit directement ou à travers des multinationales qui fait sa loi. Les multinationales et des mesures qui dépendent des pays capitalistes avancés, impérialistes. Et de fait, comme l'indépendance a aussi montré que tant le capital que le règne de la bourgeoisie était incapable d'amener l'indépendance et le règne démocratique de fait. Donc, on viendra pour la suite dire sur les perspectives. Et quelques annexes depuis l'indépendance, c'est que la Tunisie n'avait jamais connu le contexte démocratique, c'est ce qui confirme ce que nous disons. Bourguiba n'était certes pas le régime de Ben Ali, mais quand même c'est un régime fort, car outre que certains acquis, c'est un régime à parti unique, à présidentiel, et dont des initiatives ont mené justement, au départ même, ont mené à la puissance entre guillemets du régime Ben Ali, comme quand Bourguiba s'était proclamé président à vie, les pouvoirs présidentiels renforcés, la répression régulière d'opposants, le régime du parti unique du néo-Destour, le parti socialiste destorien entre guillemets. Ça avait contribué à mener au régime Ben Ali, même s'il y avait des acquis comme entre guillemets la base de libération de la femme, l'école, la faculté gratuite, l'enseignement gratuit et la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, malgré des lacunes, et qu'une économie dirigée dans le cadre d'un capitalisme hautement étatisé, des acquis que Ben Ali avait détruits quasiment aussi bien avec sa répression que la libéralisation et les politiques en tant que garantie faite au FMI dans le cadre des plans d'ajustement structurel pour rembourser la dette et les échanges. En échange, ça faisait partie des garanties du FMI pour que le FMI accorde des prêts. Et une des conséquences, c'est que beaucoup de boîtes privées, des boîtes qui étaient autrefois des services publics, sont soit privées, soit semi-privées, comme Tunisie Télécom ou Tunis Air. Seule la Poste et la SNCF restent intégralement publiques, mais c'est 50-50, c'est 50% pour l'État et 50% pour le clan Ben Ali, Trabelsi, qui n'ont pas été repris après la Révolution, vu que la Révolution était inachevée, puis qui se conduit en vrai négrière par la suite. Pour l'aspect de la dictature, même si c'est deux régimes différents, il y avait des points communs entre Bourguiba et Ben Ali en tant que régime fort présidentiel, la répression et les tortures de l'opposition régulièrement. C'était impossible de bouger, de parler, car avant tout le pays était quadrillé et la peur allait même jusqu'à dans la famille. La peur de trouille d'être dénoncé jusqu'à dans la famille régulièrement. Sur 3 personnes, il y avait 2 flics ou 2 indiques sur un civil. La police politique était partout, bien qu'elle ait été dissoute après la Révolution. Les coupures et les écoutes téléphoniques, la surveillance du web, plus du courrier, la censure, et les contrôles dans les cyberespaces étaient monnaie courante en Tunisie. Même Facebook était censuré. Beaucoup de sites contestataires ou militants étaient censurés. On avait recours à des logiciels pour contourner la censure. C'est bien que ça avait été levé après la Révolution, alors ça se pratiquait parallèlement aux politiques néolibérales à la sorte du grand capital et de l'impérialisme.
Alors cela avait créé une accumulation de mécontentement en soi, mais les gens le cachaient par peur et entre guillemets par résignation, car ils n'envisageaient pas qu'un jour on pouvait faire quelque chose. Puis il y a eu, comme nous l'avons cité précédemment, les affaires Ben Brik, plus l'affaire de Red Attaque Tunisie, lorsque les dirigeants qui avaient essayé de lancer Attaque avaient été persécutés par le régime et que celui-ci avait dû faire marche arrière après de la pression internationale intérieure, plus l'affaire du journaliste Ben Brik qui avait commencé à critiquer le régime, la grève du bassin minier de Gafsa. Toutes ces luttes éparses ont mené grosso modo à la grande étincelle représentée par Mohamed Bouazizi qui avait tout déclenché. Et cette révolution, il faut l'avouer, elle avait vaincu la peur et la résignation qu'il y avait auparavant. Les Tunisiens aujourd'hui n'ont même plus peur, même de regarder quand on est un policier dans les yeux, de s'exprimer. C'est là que même si la révolution est inachevée, au moins on avait vécu la peur. Pour l'impérialisme pendant la Révolution, il faut avouer que l'impérialisme français, car outre que le régime de Ben Ali était le laquais directement, l'impérialisme français avait directement proposé ses services et d'intervenir, ses services et technologies pour mater la Révolution par Michel Alliot-Marie en tant qu'intervention directe pour mater la Révolution. Le contexte de la crainte de l'impérialisme par rapport à ce que disaient les camarades d'Algérie et du Maroc, c'est pourquoi, parce que c'était de stopper la révolution, car la démocratie même bourgeoise, même si on sait qu'elle est impossible, la démocratie parlementaire et tout, qu'elle relève des châteaux en Espagne, dans les pays comme l'Algérie ou la Tunisie, ce serait quand même contraire aux intérêts des grandes puissances impérialistes, voire toucherait les intérêts, car ça reviendra à dire que les ouvriers se syndiquent pour que les droits, le code du travail, etc. soient respectés. Donc en fin de compte, même l'aspect démocratique serait contre la domination néocoloniale. C'est même dans ce sens qu'ils ont récupéré le soulèvement libyen, exploité celui-ci pour le transformer en soulèvement contre-révolutionnaire, pour mettre à la place un régime tout fait en Libye à la suite. Et c'est pour le contexte des luttes tunisiennes. La lutte avait commencé même avec Bourguiba, avec les émeutes du pain, lorsque Bourguiba, dans le cadre d'une politique néolibérale, avait augmenté le prix des denrées, des émeutes en 1984 qui avaient fait reculer ces mesures. Et puis la grande grève de 1978, qui était la première grande grève ouvrière et étudiante, ce qui avait donné naissance à tout ce contexte de lutte tunisien qui avait commencé par le régime bourguibien. Pour la domination impérialisme et du capital aujourd'hui, vu que c'est le capitalisme qui est toujours présent, la domination impérialisme est toujours là, et à travers, comme on avait dit, les grandes multinationales qui font la loi, et le grand capital étranger, et les formes que ça prend, par exemple, c'est comme on voit que des entreprises publiques tunisiennes, autrefois, sont devenues des filières de multinationales, comme la société Délice, qui est devenue une filière de Danone, ou Orange Tunisie, qui emploie les centres d'appel qui ont délocalisé depuis la France, par exemple, parce que c'est en raison de l'absence de droit du travail, de conventions collectives, pour leur permettre de faire des profits énormes, sans oublier la coopération avec les pays à la fois, je dirais, dominants et dominés par l'impérialisme en même temps, comme le Qatar, avec qui il coopère régulièrement, il emprunte avec intérêt au Qatar, etc. Avec l'absence de droit de convention collective, car le gouvernement... Pardon, le temps est presse, c'est quoi? Ah, d'accord. Le gouvernement tunisien, même actuellement au post-solidaire révolution, il offre tout sur le plateau d'argent au grand capital dominateur impérialiste, comme l'absence fiscale, la corruption, les conventions collectives attentes, tout pour attirer soi-disant l'investissement, en vue qu'il fasse un maximum de profits juteux comme des négriers. Ou alors les conventions collectives absentes ou même mais contournables. C'est ce qui représente pour l'aspect économique, même s'il y a des petites portes de changement du fait des libertés, bien que relatives. Aujourd'hui, avec tous les ouvriers qui commencent à syndiquer, etc. Pour la situation politique, économique et sociale aujourd'hui, la Tunisie post-Ben Ali est entre guillemets relativement libre. C'est relatif car il y a comme une certaine liberté d'expression, des journaux, des associations de tous genres qui peuvent s'exprimer, mais c'est plus une liberté en tant qu'acquis de la révolution. Et c'est Nahda qui est un des fers de lance de la contre-révolution, ne pousse pas tout au bout. Ce n'est pas parce que c'était une victime de Ben Ali qui avait connu la prison, comme sait quand même dire certains de ses partisans, mais ce qui est en raison de la vigilance du peuple, ce qui fait qu'une dictature est quasi exclue, même s'il y a des attaques contre les droits démocratiques aujourd'hui. Comme on le voit avec le caricaturiste Aziz qui avait été récemment emprisonné, puis on voit la suite aujourd'hui, ou des syndicalistes qui se font encore attaquer.
Et de même, en lien avec le fait que ce soit toujours les maîtres et les propriétaires qui gouvernent, même s'il y a des libertés de s'exprimer, il suffit qu'un maître, par exemple, soit anti-syndical ou anticommuniste, on est fini pour les droits d'expression ou de... Enfin, comme ils ont toute la liberté de gonfler leur prix, d'embauche ou de chantage. Il y a régulièrement aussi des grèves, que ce soit des grèves dans des secteurs de la Poste ou de la SNCFT ou chez Tunisair, parce que les gens, comme ils ont plus peur, ils commencent à s'organiser, ou les grèves de la Télec ou des ouvrières d'une usine à Fouchana récemment. Les fers de lance de la contre-révolution, c'est aussi bien Narda que le parti de droite Nidatones. Nidatones qui est un ramassis d'anciens RCDistes et d'anciens bourguibiens, sauf que de tendance libérale, alors que Narda c'est de conservatisme, mais c'est quand même la force, dans la mesure où ils veulent garder le statu quo, c'est le fer, et retourner, c'est le fer de lance de la contre-révolution. C'est aussi qu'on dit le paradoxe que la contre-révolution est gagnée, entre guillemets, avec la victoire de Narda aux élections. Mais il y avait une ou quelques raisons.